Bonjour, donc merci d'être là. Nous allons commencer cette journée par vous présenter la communication affective par le toucher, formation créée par Brigitte Domaine. Et on va essayer de vous en expliquer j'ai envie de dire l'ABCDR, les quelques mots-clés. La communication affective par le toucher est plus souvent connue sous le nom d'aptonomie. Voilà. Alors, cette formation en communication par le toucher nous a amené avant tout à expérimenter, à pratiquer la présence à soi, apprendre le centrage physique, en découvrir les effets dans le corps, le rapport à l'espace, le contact avec l'autre. Bref, découvrir le toucher et tous ses niveaux de subtilité, mais aussi les différents types de toucher. Un peu tel que l'œnologue, qui est capable, juste en regardant la couleur du vin, en regardant, en sentant, en venant explorer, il va pouvoir venir définir exactement quel est ce vin. On utilise cette image pour vous dire, en fait, le toucher, on peut aller l'explorer très loin et à l'infini. C'est un sens à la fois qu'on connaît, mais qui est vraiment explorable. Ce que Brigitte Domaine nous a enseigné, c'est surtout une façon d'être. Elle nous a transformés dans notre capacité d'ouverture et dans la capacité d'accueil des personnes et de nous-mêmes. Cette façon d'être nous accompagne dans toutes nos prises en charge. Alors évidemment, la priorité était l'accompagnement affectif des couples qui attendent un bébé ou l'accueil des bébés, une fois qu'ils sont nés. Mais en fait, ça se transporte partout. On l'emmène partout avec nous une fois qu'on a cet outil. Et c'est bien plus large que juste l'approche qu'on connaît, qui est soit prénatale, soit périnatale, soit en soins palliatifs. Donc, voilà, on va vous présenter le plan. Donc, on va vous parler en quelques mots de la formation de Brigitte et de nous. La définition du toucher autonomique selon Franz Wellmann. Et puis, voilà, surtout ce qui nous tient à cœur, c'est de vous passer les définitions, les notions clés du toucher affectif, pour que peut-être vous puissiez partir corporellement, comme a dit Guillaume, avec ça. Et puis, vous montrer quelques vidéos sur le champ de la pratique. Donc, nous allons commencer par écouter Brigitte Domaine, la fondatrice de l'école belge de formation de communication par le toucher, qui va nous expliquer un petit peu quel était le but de cette formation et pourquoi cette formation est sa formation préférée dans celle qu'elle a mise en place. Dans les formations que je donne, c'est une de mes formations préférées parce que je trouve pour moi la communication par le toucher, c'est bien sûr une formation qui va travailler le toucher, mais fondamentalement c'est une formation sur la sécurité de base. Et donc, c'est une formation où j'essaye que les personnes qui suivent la formation développent la conscience de qui ils sont et la conscience de qui est l'autre, de façon à pouvoir être dans une vraie relation avec eux. Et ce qui est fascinant, c'est de voir l'évolution des personnes entre le début de la formation et la fin de la formation. C'est plus les mêmes personnes, quoi. Et ça, je trouve que pour moi, c'est une formation, j'ai envie de dire, où les gens accouchent d'eux-mêmes. C'est ce que j'essaye de faire. J'essaye d'aider les gens à accoucher d'eux-mêmes. Et donc, c'est pas du tout non plus l'enseignement de technique. Et c'est tellement beau de voir ce processus au fur et à mesure. Alors, je dirais presque que le toucher, c'est un peu l'argument pour. Alors nous vous confirmons, nous avons bien accouché de nous-mêmes durant cette formation, dans ce qu'elle peut amener en bouleversement, en questionnement, en découverte et aller rechercher de nouveaux points d'appui. Franz Wellmann a développé la première formation en autonomie dans les années 80. Brigitte a fait partie des premières personnes qu'il a formées. Avec rigueur, il a mis en place plusieurs protocoles de recherche pour mettre en avant les effets physiologiques du toucher autonomique. Et il publie en France, il a publié un peu avant dans d'autres pays, en 89, un livre intitulé « Autonomie, science de l'affectivité ».
si on simplifie, ce que vraiment Franz Wellman a fait, qui a été hyper intéressant dans la question de mettre en avant de façon plus rationnelle, puisqu'on est quand même un pays où il y a beaucoup de rationalité, c'est qu'il a mis grosso modo plein de petites électrodes partout sur le corps, et il a montré comment, juste avec une simple main posée sur le corps, et ben en fait, on avait des modifications physiologiques. Alors c'est pas une main posée, je vais être un peu méchante, quand on vient pousser du bout du doigt, on va vous parler de prolongement, hein, donc c'est une main avec présence, avec attention, pas forcément avec d'intention, mais vraiment avec une main présente, et il observe que du coup, il y a une baisse de la tonicité musculaire de base. Ça ne veut pas dire qu'on devient tout mou, hein. C'est-à-dire juste qu'on va avoir la tonicité nécessaire pour nos mouvements. On a une baisse de rythme cardiaque, donc ça c'est aussi un effet hyper intéressant, puisque dès qu'on est face à du stress, ça peut nous permettre d'être plus centré, plus calme. C'est une baisse du coup du rythme respiratoire également, et une modification de l'activité cérébrale qui se ralentit, mais qui se fait de façon plus profonde. Depuis, ces modifications ont été remises en évidence, notamment dans tout le travail du pot à pot, dans les services de néonates, notamment, avec tout ce qui est stabilisation cardio-respiratoire, diminution de l'expression douloureuse pour les bébés, diminution du stress, augmentation de la qualité et de la quantité de sommeil. Et puis, ces effets sont de plus en plus étudiés, parce qu'on se dit que quand même, ça peut être une grande aide dans les hospitalisations auprès de toutes les personnes en situation de vulnérabilité. Donc notamment les personnes âgées, les personnes en fin de vie. C'est Marie-Hélène Denzel qui a beaucoup travaillé avec l'autonomie auprès de personnes en fin de vie. Donc la première notion, c'est le prolongement. Ce que Wellman appelle le prolongement, c'est vraiment se toucher au-delà de la zone de contact. Elle est essentielle pour définir le toucher affectif. Le contact vient me faire prendre conscience de ce que je peux percevoir du volume de l'objet ou de l'autre, quand je suis en contact direct avec lui. L'image qu'on peut donner, si nous posions la main sur un gros ballon gonflé, nous n'avons pas besoin de faire le tour de ce ballon pour percevoir son volume. La perception serait différente si nous avons la main posée sur, par exemple, du marbre, un banc de marbre, mais là aussi, on peut aussi en sentir le volume. Alors on va vous montrer la vidéo d'une femme enceinte à qui on a proposé des bercements de différentes manières. Donc la première, c'est, on est sans prolongement, elle nous propose un bercement. Mes mains en fait sont juste en contact avec les pieds, et c'est comme si j'utilise mon poids pour pousser la personne, j'ai pas la sensation de son volume. Là dans le contexte, on voit tout de suite le ventre qui devient souple alors que tout était en bloc. Il y a une fluidité dans le mouvement et une globalité. Vraiment, la première chose dans le travail de prolongement, c'est cette question de globalité. Et on voit le bercement là, qui est dans la globalité du corps. C'est perceptible de l'extérieur, c'est perceptible évidemment de l'intérieur pour celui qui est bercé. C'est la qualité du prolongement de celui qui berce cette femme qui va lui procurer cette sensation de son corps, dans son volume et sa densité. Alors, on peut se dire qu'un sentiment de sécurité peut naître de cette sensation englobante si tout le corps est accueilli dans la main de celui qui berce. La deuxième chose, c'est la question du centrage. La qualité de prolongement est évidemment dépendante du centrage, la manière dont la personne est centrée, notamment dans l'ancrage dans le bassin, avec cette qualité et cette confiance des appuis. Le prolongement part de ce point de stabilité. On va vous montrer quelques secondes. Mais ça, ce sera montré aussi à la fin. On va imaginer que la Sandrine est un peu préoccupée par tout ce qu'elle a à dire après, ce qui n'est pas du tout le cas, hein, en fait. Et je vais juste pousser légèrement son corps. Voilà. Alors déjà, on voit que immédiatement, quand je ne suis pas en toucher prolongé avec elle, je ne sais pas si vous avez vu, à peine j'ai touché, elle a eu un mouvement de défense en fait. Genre touche-moi pas. Elle est un peu nerveuse, je trouve, mais bon. Et puis maintenant, je vais au contraire lui demander qu'elle puisse. Donc je refais quand même une poussée comme ça, hein, et on voit que rapidement elle va pouvoir être décentrée. Je vais maintenant lui proposer de venir s'installer, ce que moi j'appelle toujours
à l'intérieur de son bassin, sentir le souffle. On va vous le faire expérimenter un peu après, sentir les appuis du corps. Et puis, moi-même, je vais me mettre en lien avec l'espace de la salle et puis je vais venir la pousser. Et là, on va voir que je vais devoir un peu plus m'accrocher si je vais lui faire un pas en arrière. Je vais pas reculer, oui. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la notion du centrage avec le prolongement, qui est de prendre conscience qu'on va... On est bien plus loin que juste les limites de notre propre corps. Ensuite, la troisième notion qui est hyper importante, c'est la question de la présence et de la qualité de présence. Dans le dernier ingrédient à ce processus, qui est la conscientisation de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire de la présence à soi-même, à l'autre, dans cet instant. Mais ça, c'est quelque chose qu'on pourra reprendre un peu après. Et c'est ce qui s'est passé quand juste Sandrine lui a demandé de se remettre en présence dans son bassin. Déjà, elle pouvait intégrer quelque chose d'autre que quand elle n'était que dans sa pensée, dans sa tête. On va redonner la parole à Brigitte Domaine pour nous parler, nous définir la communication par le toucher affectif. Tout d'abord, comment toi, tu définirais la communication par toucher et ce qu'elle induit dans la communication avec l'autre? Alors, pour moi, la communication par le toucher, c'est une façon d'aborder l'autre qui est basée sur un contact de tendresse dans le but de sécuriser l'autre, je dirais. Donc, c'est une façon d'aborder l'autre qui est faite de respect, d'écoute, et dans lequel je n'ai pas d'intention pour l'autre. Pas d'a priori, pas d'intention. C'est beaucoup plus une façon d'être qu'une technique. C'est être là, dans le contact avec l'autre, être vraiment présent et dans l'ouverture. En gros, je dirais ça un peu ça, la communication par le toucher. Ce que l'autonomie m'a beaucoup apporté, ce que j'ai beaucoup appris, c'est le fait que si je m'ouvre, je diminue mon seuil de vulnérabilité. Alors que l'idée, au départ, c'est un petit peu si je m'ouvre, je me rends vulnérable, je suis plus fragile, je suis plus à la merci d'eux. Que le fait que l'ouverture pouvait entraîner une sécurisation, alors que la fermeture, au contraire, pouvait intensifier une vulnérabilité, là, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris et que l'autonomie m'a apporté. Donc, comme on vous l'a dit au début, vous voyez comment la définition de Brigitte est large et intègre le corps, la psyché et les émotions. Elle peut venir ébranler notre posture intellectuelle, parce que c'est vrai qu'on a vraiment cette sensation que pour résister, il faut être fort. Et cette notion que la vulnérabilité et la conscience de notre vulnérabilité peut nous permettre en fait plus d'appui et plus de centrage, est quelque chose qui souvent intellectuellement, dans les valeurs apprises, sont confrontantes. Deux mots apparaissent dans son discours qui sont pour nous essentiels, c'est ouverture et espace. Et elles ont ces deux notions en effet de sécurisation. C'est ce que nous allons vous faire vivre quelques instants. Alors, on va vous proposer de venir sentir des zones de contact avec le fauteuil, puis de fermer les yeux. Donc installez-vous bien. De venir voir comment sont installés vos pieds. Est-ce que vous êtes bien installés, justement? Vous pouvez avoir une image pour sentir juste ces points de contact, comme s'il venait laisser une petite empreinte là, dans le sable, par exemple. Et puis, comme j'ai fait avec Sandrine tout à l'heure, je vais vous inviter à venir sentir l'intérieur de votre bassin. Le bassin est comme une coupe. Si ça peut vous aider, vous pouvez imaginer qu'il y a une petite bille qui vient se mettre au fond de cette coupe, qui glisse et qui vient vraiment vous permettre de vous centrer. Et puis vous allez juste être à l'écoute de votre respiration. Alors comment là se fait l'inspire, expire, simplement. Et puis sur la prochaine expire, vous allez vider au maximum vos poumons, totalement, et vous laissez ensuite l'air revenir dans les poumons spontanément. Sans forcer, sans prendre une grande inspiration, juste laisser l'air revenir.
On va vous inviter à le faire une deuxième fois. Donc, videz vos poumons, le ventre, vraiment au maximum. Et puis venir laisser revenir l'air. Là, vous pouvez sentir un peu quelle perception vous avez de votre espace intérieur après ce mouvement respiratoire. Peut-être des sensations de volume, soit au niveau thoracique, soit dans le bas du corps. Des fois, des petites tensions peuvent survenir, points de douleur dont on n'avait pas conscience. Et à nouveau, on va vous inviter à refaire l'empreinte dans le sable, ou de revoir quels sont vos appuis dans le fauteuil, quels sont vos appuis par rapport au sol. Et puis, petit à petit, vous pouvez être à l'écoute un peu plus aussi de tout l'espace autour de vous. Quelle perception de cet espace vous avez? Alors en allant un peu dans les différentes directions, dans la verticalité, en haut, en bas, en avant, en arrière, à droite, à gauche. Quelle perception vous avez des personnes qui sont autour de vous? Quelle perception éventuellement plus lointaine dans la salle vous pouvez avoir? Le plafond, le sol, les murs de droite, les murs de gauche. Venir vraiment sentir, comme je vous évoquais l'onologue tout à l'heure, sentir de façon précise ces notions d'espace dans ces trois directions. Et maintenant, à nouveau, de venir voir comment est votre perception intérieure, votre souffle, mais aussi vos appuis, votre limite corporelle entre l'intérieur et l'extérieur. Et tranquillement, de pouvoir rouvrir les yeux et de venir voir si en rouvrant les yeux, votre perception de l'espace, la sensation reste, c'est la nuit, d'être attentif à ça. Alors pour ceux qui en ont l'envie, on peut vous proposer d'écrire quelques mots des sensations que vous avez reçues, vous avez senties. Voilà, déposer, si ça vous semble juste, ça. Et ça, cette expérience-là, ce qu'on a envie de vous dire, quand je vous disais c'est transportable, dans la journée, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Et vous pouvez aussi venir vivre et expérimenter dans cette journée, maintenant que c'est frais, voir à chaque fois quel effet ça a sur vous. Et puis, au fur et à mesure qu'on a l'habitude de pratiquer ça, on peut aussi le pratiquer les yeux ouverts. Hein, on a besoin de faire ce petit type d'exercice, mais que ce soit discret. Alors maintenant, nous allons aller un peu plus loin dans cette question du toucher affectif, avec lequel nous accueillons les couples qui attendent un enfant, mais aussi les couples et leurs bébés après la naissance. En psychothérapie, le toucher affectif favorise l'ouverture d'un espace sécurisant dans lequel des émotions et leur expression corporelle peuvent se déposer, être accueillies et mises au travail. Il nous paraît intéressant de développer plus avant les effets du toucher affectif dans la rencontre. Tout d'abord, il permet à chacun une conscience plus fine de soi-même, grâce à l'ouverture aux différentes informations sensorielles. Au fur et à mesure de la pratique, cette perception sensorielle s'affine. Ça vient alors modifier la perception globale de soi, et donc par effet la conscience de soi. Cette conscience de soi qui favorise l'inscription dans l'instant présent de la rencontre. Cette présence nous positionne dans un double mouvement. On avait envie de faire des liens avec la Gestalt thérapie qui est aussi très présente dans l'association. Un mouvement plus récepteur, celui qui s'imprègne sensoriellement de ce qui se passe dans le champ de la rencontre. C'est l'accueil de ce qui peut émerger, ouvrant ainsi le champ des possibles en fonction de la réalité de chacun. Et l'autre qui est plus organisateur, avec pour seule intention d'aller vers l'autre. À l'écoute active de ce qu'il reçoit, l'espace de la rencontre s'ouvre. C'est un espace libre de tout projet pour l'autre, de toute injonction, une simple présence. Alors après, il y a la notion d'invitation qui est, pareil, un de nos outils, je dirais, dans la manière dont nous initions un mouvement en ouvrant un espace et l'autre prolonge ou non ce mouvement à sa manière. Il a la liberté d'interagir comme il le souhaite, comme il le peut, avec ce qui est à ce moment-là. Il devient acteur de ce mouvement. Ah, petite démo.
Vas-y. Alors, Annie va proposer à tous les deux de se relever sans cette notion d'invitation. Ouais, refait. Donc on voit que, alors on va le faire après avec invitation, où finalement l'invitation, voilà, dans l'idée c'est vraiment comment j'ouvre l'espace pour permettre à la personne de sentir la direction dans laquelle je veux l'inviter, sans lui montrer la direction finale, mais le chemin pour y arriver. Il m'invite à descendre. Au revoir. Voilà, alors on va vous montrer une petite vidéo d'un bébé de 2 mois, Éloan. Donc on propose à Éloan, donc il est avec son papa, et on propose à Éloan de se redresser. Son papa l'invite avec cette main sous son bassin à lui faire sentir sa verticalité et lui permettre d'aller chercher le redressement de sa tête. Voilà, dans les différentes directions, à droite, à gauche, en lui donnant vraiment la conscience de son axe à travers le prolongement et la présence dans sa main. On peut être un petit peu impressionné par les mouvements de tête, mais en fait, normalement, à cet âge-là, on devrait mettre la main plus haut. Voilà. Et alors, on a fait quelque chose qu'on ne fait jamais, c'est-à-dire qu'on a proposé au papa d'Éloan de ne plus être dans ce prolongement, et d'être juste dans un portage où il a une main, voilà, sous les fesses de son bébé. Et là, on voit le regard d'Éloan qui change, et il s'accroche à sa maman qui est en face, au niveau du regard. Alors, il se repose aussi un petit peu, alors c'est un peu long comme séquence, c'est vraiment, on le sollicite un peu trop, mais et là, son papa lui propose à nouveau d'aller chercher cet équilibre de sa tête en se reprolongeant. On voit et loin, notre sourire, alors la tête part un petit peu en arrière, je pense qu'il fatigue aussi, et là, tac, il arrive à retrouver son équilibre. Ouais. Et ce qui est impressionnant, c'est vraiment de voir dans cette séquence-là comment, quand on n'a pas l'invitation et la qualité de présence qu'on lui a proposée au début et à la fin, l'enfant tient finalement quand même sa verticalité, mais vous avez vu sur son visage comment il marque le sérieux, le côté figé, et que du coup, il ne s'autorise plus à aller explorer. Alors c'est vrai que sur la vidéo, ça peut être impressionnant de voir ce bébé avec la tête qui ballotte, mais sauf que là, il peut jouer, il peut vraiment avoir cette conscience de lui. Voilà, et dans l'accompagnement postnatal, c'est vraiment l'idée aussi de permettre à le bébé de se sentir compétent dans ce qu'il découvre de son propre corps, de ses compétences motrices, et avec cette idée vraiment que ce sentiment de compétence développe aussi un sentiment de sécurité pour le bébé, dans le lien évidemment avec ses parents. Alors, on peut aussi utiliser toute cette invitation, c'est ce qui est plus connu en autonomie, avec la femme enceinte, où on va inviter, le papa peut inviter par les mains le bébé à se déplacer de droite à gauche, la maman par l'intérieur, donc juste en qualité de présence, va inviter le bébé à aller vers le haut, vers le bas, ce qui permet vraiment à l'enfant et à la mère et au père de venir sentir chacune de leurs spécificités des places. Et voilà, là on peut voir sur ces photos-là un couple qui attend un bébé. Dans la première photo en haut à gauche, le bébé est plutôt positionné devant. D'ailleurs, on voit l'espace qui existe entre le père et la mère au niveau de la courbure dorsale. Et dans la deuxième photo, on a invité le bébé à s'enrouler vers l'avant. Voilà. Bah, peut-être je te passe le micro. C'était pas moi qui devais monter ça. Tu peux remettre les deux premières? Donc en fait, on part d'une position de départ. Ensuite, sur la photo de droite en bas, les parents ont vraiment complètement invité l'enfant à se verticaliser et à aller vers l'avant. Donc on voit que le ventre est beaucoup plus écrasé et vraiment on voit la pointe des fesses du bébé qui sortent vers l'avant.
la prochaine. Et donc là, celle d'en haut à gauche, le bébé est enroulé en fait. Les parents l'ont invité à s'enrouler vers l'arrière pour aller se nicher dans le fond du bassin et vraiment à basculer les fesses vers le dos de la maman et vers le ventre du papa, puisqu'il l'a aussi invité avec son ventre. Donc on n'a pas le déroulé de l'enroulement. En fait, ils l'ont invité avec les mains et aussi avec tout leur corps. Et donc à la dernière photo, j'ai redemandé à la maman d'inviter le bébé de nouveau vers l'avant. Vous voyez la différence entre un bébé enroulé en haut à gauche et un bébé complètement vers l'avant, et on voit que la cambrure alors, est un peu mieux que la première fois parce qu'il y a quand même eu le décambrement du bassin, mais que quand même le bébé va être nettement plus lourd à porter par la maman, qui d'ailleurs m'a aussitôt dit c'était mieux quand il était derrière quand même. Donc, voilà. Donc, je devais vous dire quelques trucs sur la psychothérapie, mais comme je parle vachement cet après, vous en faites pas, ça rattrapera. Donc on avait envie d'ouvrir un peu cette question du toucher sur d'autres champs, et notamment sur un champ qui est la pratique de l'aïkido. Donc on va accueillir Serge et Anthony. On va retrouver du coup les notions de prolongement, de centrage et d'ouverture à l'espace et de la relation. Donc, Serge et Anthony sont deux aïkidokas en situation de Menushi. C'est une attitude martiale à l'équilibre. L'ensemble de leur corps est centré et présent au seul point de contact de la main. En cas de mouvement de l'un ou de l'autre, l'équilibre ne peut être maintenu que si le partenaire est dans une écoute attentive de ce qui lui est renvoyé par son vis-à-vis. Si le contact est rompu, il y a une perte de la présence et du prolongement, et donc de l'équilibre entre les deux aïkidokas. Cela provoque une situation de danger. Lorsque les deux partenaires sont en situation d'équilibre, il est important que les deux soient présents, mais que le contact ou encore le toucher ne soit pas rigide de la part de l'un ou de l'autre des partenaires, sinon cela provoque à nouveau une situation de danger. On va les laisser continuer un petit peu, pendant qu'on va conclure notre intervention. Pour finir notre temps d'intervention, nous avons envie de faire le lien avec le titre de notre journée. En effet, lorsque nous ouvrons cet espace, quel que soit le cadre de notre intervention, nous touchons et nous nous laissons toucher par l'autre. Cette rencontre nous fait découvrir d'autres facettes de nous, de l'autre, et nous fait vivre d'autres expériences relationnelles. Ces expériences sont transposables dans la vie au quotidien. Au fur et à mesure de nos grandissements respectifs, nous allons affiner la qualité de ce toucher et de cette rencontre. Ce toucher existe, il n'appartient à personne, nous l'avons tous vécu. Il s'agit d'en prendre conscience et de pouvoir le faire vivre à l'intérieur de soi, dans la rencontre. Le corps s'invite dans chaque rencontre. Notre existence et notre engagement dans la rencontre sont questionnés en permanence. Nous pourrions débattre sur la notion de neutralité. Notre cœur émet des signaux. Comment en prenons-nous conscience les faisons-nous exister et prendre conscience par notre engagement professionnel. Nous vous invitons à aller voir, à dire comment le corps et le toucher s'invitent dans chacune de ces interventions de la journée et surtout dans votre pratique à vous. Nous vous invitons à revenir sur l'expérience que nous vous avons proposée. Quels seraient les mots que vous écririez maintenant, un tout petit peu plus à distance de cette expérience? Quelle réflexion cette expérience amène-t-elle pour vous en tant que personne?
L'intervention suivante est plus cadrée, il n'y aura pas de débordement, puisqu'elle est visuelle et sur un film, la personne n'a pas pu être là. Donc c'est à nouveau Brigitte que vous allez voir, qui va vous parler de deux choses. C'est comment elle utilise le toucher affectif en tant que psychothérapeute. Et ensuite, on lui donnera aussi la parole sur toute une activité qu'elle a développée qui s'appelle la refacilitation de naissance, c'est-à-dire d'expliquer comment tout être, donc tout bébé, a dans son corps toute la façon dont il est né, sa vie intra-utérine et la façon dont il est né, qui peuvent parfois imprégner des choses de blocage assez importantes. Et elle va expliquer un peu ça. Voilà, donc bonne écoute. Quelle est la place du toucher dans ton travail de psychothérapeute? On a créé une école qui s'est appelée l'École belge de psychothérapie psychanalytique à médiation, dans lequel on utilise le toucher et dans lequel on a théorisé un peu la présence du corps, l'utilisation du corps dans une perspective psychanalytique. Parce qu'en analyse bioénergétique, il y avait beaucoup de catharsis, mais il n'y avait pas beaucoup d'intégration au niveau du sens profond. En analyse, il y avait beaucoup d'intégration du sens profond, mais le corps était absent. Donc on trouvait que c'était dommage qu'il n'y ait pas quelque chose qui se rejoigne là, entre les deux approches. Maintenant, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'approches comme ça. Je pense que le psychodrame, par exemple, joue beaucoup sur des choses comme ça, la psychomotricité relationnelle aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'approches qui sont analytiques, mais qui intègrent le corps. Donc, ça s'est développé de plus en plus. Mais voilà, donc moi, effectivement, dans mon travail comme psychothérapeute, j'ai beaucoup touché. Et je trouve que le toucher permet d'avoir accès aux zones archaïques beaucoup plus facilement que le verbal. Et que le toucher aussi permet de pouvoir, quand quelqu'un part dans des angoisses archaïques, ou part dans des vécus très anciens, très profonds, très douloureux, le fait de toucher, c'est un peu comme donner un ancrage qui leur garantit qu'ils ne vont pas dériver et se perdre. Mais je pense qu'on peut toucher aussi autrement qu'avec un toucher direct. D'ailleurs, on apprend aussi le toucher à distance. Je pense qu'on peut toucher avec des mots aussi quand on est vraiment là. Donc voilà, je pense qu'il y a différentes façons de toucher. Donc moi, je n'ai pas hésité à prendre les gens dans mes bras. Même en thérapie, je pense à une patiente, par exemple, qui a passé 2 ou 3 ans de sa thérapie en boule, dans mes bras, sans rien dire. 2 séances par semaine. Sans rien dire. Et c'était étonnant parce que je me sentais enceinte d'elle. Et puis, elle était complètement branchée sur moi. Elle écoutait les bruits de mon cœur, le rythme de ma respiration. Elle était comme un bébé en utero, quoi. Les gargouillis, mon ventre, enfin voilà. Et puis, progressivement, j'ai eu l'impression de servir de peau pour 2. Et puis, elle a pu sortir le bébé. Et c'est comme si on avait repris le démarrage du psychisme à 0. Et on avait repris toute la progression jusqu'à ce qu'elle puisse effectivement sortir de mon ventre et commencer à grandir. Ça a été fondamental pour elle. Je pense qu'il n'y a jamais un thérapeute qui aurait pu faire ça avec elle. Oui, peut-être d'autres auraient pu le faire, mais jamais personne ne l'avait fait. Et sans ça, je pense qu'elle serait toujours... je pense qu'elle serait morte. C'est ça, je pense qu'elle serait morte. Et là, je dirais que pour moi, ça c'est le travail psychocorporel qui a fait ça. Je pense que dans le travail psychocorporel, on va très loin dans le travail, dans les émotions archaïques, qu'on ose les traverser, qu'on ose les exprimer, les vivre, et que du coup, on apprend à ne pas en avoir peur. Et malheureusement, dans la psychanalyse, ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a des psychanalystes qui travaillent très très bien l'archaïque, mais il y a des psychanalystes qui ont très très peur de ça et qui empêchent les patients d'aller dans ces zones. Parce que dans leur propre analyse, ils n'ont pas pu vivre ça au niveau de leur trip.
Et si on n'est pas passé d'abord soi-même dans ces zones-là au niveau de ses tripes, ça fait peur. Ça fait peur. Il y a une chose dont je me suis rendu compte après coup, c'est que au début c'était une patiente extrêmement difficile parce qu'elle était tout le temps dans un transfert négatif. Donc elle m'attaquait tout le temps. Donc dur. Et quand elle est passée dans cette phase-là, elle venait dans mes bras en boule et qu'elle ne disait rien, je me suis dit, ah ça c'est une pause dans ma journée. C'est une séance où je vais pouvoir me reposer. Et finalement, j'ai commencé à la voir arriver avec plaisir. Parce que c'était vraiment les moments de respiration pour moi où j'étais juste à l'écoute de son corps, de ce qui se passait chez elle, du mien. Et je laissais voilà, les associations libres vagabonder, mais c'était relax. Et je pense que ce qui s'est passé, et je crois que c'est ça fondamentalement qui a été la raison du changement, c'est qu'elle a vécu avec son corps qu'elle était devenue bonne pour moi. Or en autonomie, quelque chose que j'ai non plus pas oublié de l'autonomie, c'est Veltman disait, l'autonomie c'est trouver le bon qui est dans l'autre. Et que c'est ça qui donne de la sécurité. Et je pense que c'est ça qui s'est passé dans cette thérapie-là. Et que c'est grâce à ça qu'elle a pu remonter. Que moi je la vivais comme bonne pour moi. L'autre chose qu'elle a testée aussi, c'est que j'avais aucune attente sur elle. Parce qu'à un moment donné, elle m'a dit, voilà, moi j'ai tout le temps dans mon sac de quoi me supprimer. Je pense que je vais passer à l'acte. Et qu'est-ce que vous en pensez? Et je lui ai dit, c'est votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez décider ce que vous pouvez faire de votre vie. Je regretterai de ne plus vous voir, mais vous êtes libre. Et alors il y avait un objet transitionnel qu'elle avait déposé dans mon cabinet, qu'elle a repris et qu'elle a jeté par-dessus le pont. Un chemin de fer, mais elle est revenue. Merci mais voilà, et aussi elle a dû être sûre que je n'avais pas d'attente pour elle, que je n'allais pas la manipuler, et alors elle a commencé à avoir confiance. Et parfois il faut aller jusque-là. Et donc il faut se dépouiller beaucoup de choses, et notamment ne plus vouloir être performant, ne plus chercher à aider l'autre, ce qui est très vrai pour un thérapeute. Tu finissais en me disant là, que commencer par l'accueil de la naissance était important. Et en même temps, tu as aussi transmis toute une façon de faire pour accompagner les enfants qui ont justement eu cet accueil de naissance un peu bouleversant, malmenant, etc. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire autour de ça, ou qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre comme message principal sur ce revécu émotionnel de naissance qui effectivement, je trouve, modifie plein de choses pour certains enfants. Mais en fait, le revécu émotionnel de la naissance, donc c'est donner la possibilité au bébé de raconter sa version de l'histoire. Alors, une première chose qui est évidente, et ça c'est certainement un message que j'ai envie de donner à tous les parents, à tous les professionnels, le bébé est conscient de ce qui se passe pendant l'accouchement. Et il y participe. Il y réagit et il le vit. Une deuxième chose, c'est que le vécu du bébé n'est pas le même que celui de la maman, dans les deux sens. Par exemple, la maman peut avoir l'impression que l'accouchement s'est bien passé et pour le bébé, il n'y a vraiment pas une bonne impression de sa naissance, ou l'inverse, il y a des mamans qui parfois ont l'impression que la naissance a été très traumatique pour le bébé, et ce que le bébé nous raconte, c'est qu'il est passé à travers ça, cool. Donc c'est très important de savoir que c'est pas parce que la maman a vécu l'accouchement d'une certaine façon que le bébé va avoir le même vécu de l'accouchement. Parfois ça peut être synchrone, mais parfois c'est très très différent. Et ça l'est encore plus quand il y a le péridurale, parce que là le vécu de la maman est différent du vécu du bébé. Alors, ça c'est une première chose que j'ai envie de dire. Une deuxième chose que j'ai envie de dire, parce que ça fait quand même assez longtemps que je pratique
ce travail avec les bébés, c'est qu'il y a de plus en plus de bébés qui expriment des souffrances très fortes par rapport à leur accouchement. Donc je pense que les pratiques autour de la naissance sont des pratiques qui sont devenues trop invasives, trop intrusives, trop violentes pour les bébés, pas assez respectueuses, et que donc c'est très dur pour les bébés. Donc je pense que c'est important d'être conscient de ça. Ce que je vois aussi dans ce travail de revécu de naissance, c'est je sais tout à fait dire si le bébé a été accompagné par ses parents ou pas. Parce que soit le bébé cherche du regard, le regard de ses parents à certains moments pendant son revécu, soit il est dans sa bulle, coupé du monde extérieur. Et donc quand il cherche du regard, c'est sûr, il y a eu un accompagnement. Et c'est pas forcément avec les mains, c'est parfois d'être simplement présent, de penser au bébé de l'intérieur pour la maman, bon, ça peut être de différentes façons, mais il y a eu un accompagnement. Par contre, quand il est dans sa bulle, il est tout seul. Et il me dit, je suis tout seul et je compte sur personne. On voit des bébés, par exemple, qui regardent que leur papa et pas leur maman. Ou que la maman et pas le papa. On se dit, tiens, il y en a un qui était plus présent que l'autre. Donc, il y a le bébé nous raconte beaucoup de choses à travers ça, mais certainement, je pense que c'est vraiment important d'être conscient de la souffrance des bébés pendant l'accouchement, que cette souffrance, à mon avis, est intensifiée, en tout cas, c'est ce qu'il raconte, est intensifiée à l'heure actuelle parce qu'on ne tient pas assez compte d'eux. L'autre aspect de ça, c'est que quand la naissance a été difficile, c'est pas toujours le cas non plus, parce que les difficultés, les épreuves nous font prendre conscience d'un potentiel qu'on a à l'intérieur de nous, d'une force qu'on a d'être capable de les traverser. Pour les bébés, c'est exactement pareil. Mais il y a des bébés où les obstacles ont été trop forts, trop durs, trop douloureux, et ils restent avec une empreinte. Je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, c'est trop dur. Et je pense que ça peut installer des scénarios de vie pour l'avenir et qui sont importants à les avancer. Et effectivement, moi j'ai beaucoup de parents qui m'ont dit le bébé avant et le bébé après le travail de revécu émotionnel, c'est plus le même bébé. C'est plus le même bébé. Moi j'ai une maman qui m'a dit une fois, son bébé il l'avait jamais regardé depuis la naissance. Il gardait presque toujours les yeux fermés, je l'avais jamais regardé. Et après le revécu émotionnel de la naissance, quand le bébé était dans les bras de sa maman, la première chose qu'il a fait, c'est ouvrir les yeux et la regarder. Et la maman m'a dit, chose que je ne ferai jamais non plus, avant c'était un bébé, maintenant c'est mon bébé.